Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de faits réels, l'émission qui vous dévoile la réalité qui se cache derrière la fiction. Je suis Mathias. Et je suis Charles. Cette année encore, nous fêtons Noël ensemble avec une histoire qui fait froid dans le dos. Et cela n'a rien à voir avec la chute des températures. Ce soir, nous allons vous parler de Silent Night, sorti en 2012 et réalisé par Stephen C. Miller. Un remake de Douce Nuit Sanglante Nuit, un slasher culte des années 80, dans lequel un homme déguisé en Père Noël tuait tous ceux qui avaient le malheur de croiser sa route. Contrairement au film original sorti en 1984, le remake de 2012 se base en grande partie sur des faits réels. Le massacre d'une famille survenue lors du réveillon de Noël. Nous préférons vous prévenir, il s'agit d'une histoire très sombre, sordide et relativement récente. Faites bien attention à ce qui descend de votre cheminée, car après avoir appris ce qui s'est passé ce terrible Noël 2008, vous ne verrez plus jamais le Père Noël de la même manière. Santa's watching, Santa's waiting, Christmas Eve is slowly fading. Can you hear him in the night? Close the door, turn out the light. Nous sommes le 24 décembre 2008, à Covina, dans le comté de Los Angeles. La famille Ortega fête le réveillon dans la maison des grands-parents, sur Knollcrest Drive, un charmant cul-de-sac tranquille de banlieue américaine. Il est environ 23h30 quand quelqu'un sonne à la porte. Le Père Noël ? C'est ce que pense à ce moment-là la petite Katrina, 8 ans. Et elle a raison de le penser. Chez les Ortega, la tradition veut qu'un voisin fasse une petite visite le soir du réveillon, déguisé en Père Noël. Alors elle court vers l'entrée en criant à ses cousins « C'est le Père Noël, c'est le Père Noël !» À peine a-t-elle le temps d'ouvrir la porte qu'elle se prend une balle dans la tête. Pendant que la mère de Katrina appelle les secours, l'homme entre dans la maison. Il porte un costume de Père Noël, a 5 pistolets automatiques 9 mm, un lance-flamme artisanal et des cibles à abattre. Il ouvre le feu sur la vingtaine de personnes présentes cette nuit-là. Dans son carnage, il prend le temps de s'assurer qu'il a bien achevé les grands-parents, Alicia et Joseph, ainsi qu'une de leurs filles, Sylvia. Il détruit tout ce qui se trouve sur son passage avec son lance-flamme, avec la ferme intention de brûler intégralement la maison et ses habitants. Il fera au final 9 morts, âgés de 17 à 80 ans, et 3 blessés, dont la petite Katrina. Touchée à la joue, elle a heureusement survécu à ses blessures. Le massacre terminé et une fois la maison en flammes, le Père Noël quitte les lieux à bord de sa Dodge Caliber de location. Il sera retrouvé mort à une 50aine de kilomètres de là, dans une maison de Sylmar, près de la vallée de San Fernando. Acculé, souffrant de brûlures au 3e degré dues à des défaillances de son lance-flamme artisanal, l'homme avait ôté son costume de Père Noël avant de s'introduire chez son frère pour se tirer une balle dans la tête. Sorti fêter le réveillon ailleurs, c'est lui qui a découvert le corps à 3h30 du matin. Quand on apprend l'existence d'un tel massacre, la première question qui nous vient en tête est évidemment pourquoi ? Pourquoi un homme a-t-il massacré ainsi une famille ? Pourquoi a-t-il rendu ainsi 14 enfants orphelins d'un père ou d'une mère ? Pourquoi cet acharnement sur 3 personnes en particulier ? Pourquoi le costume de Père Noël ? Pourquoi une telle folie meurtrière, tout simplement ? Nous allons vous raconter ce qui a conduit Bruce Jeffrey Pardo à commettre de telles atrocités. Comme dans quasiment tous les faits divers de ce genre, si vous demandez au voisin du tueur s'il s'attendait à une telle chose, il vous répondra que non. Ceux de Bruce Jeffrey Pardo n'ont pas échappé à la règle. Interviewés par des reporters de CNN après le drame, ils ont tous dit qu'il était quelqu'un de gentil, de sociable, qui décorait sa maison à chaque Noël en bon américain. Bref, un monsieur tout le monde, bien sous tout rapport. Un des voisins qu'il a croisé le jour du massacre a même dit qu'il avait l'air normal et qu'il lui avait souhaité un joyeux Noël. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter à l'année 2004, au moment où Bruce Jeffrey Pardo rencontre Sylvia Ortega, qu'il tuera 4 ans plus tard. Mais à ce moment-là, tout va pour le mieux. Ils sont très amoureux. Le fait que Sylvia ait déjà 3 enfants nés d'une précédente union ne semble pas déranger Bruce. Ils finissent par se marier en janvier 2006, mais dès les premiers mois, leur relation se dégrade. Bruce refuse d'ouvrir un compte joint car il refuse de subvenir aux besoins des enfants de Sylvia. Les disputes commencent à éclater et se font de plus en plus nombreuses. En juin 2008, à bout, Sylvia demande le divorce. Bruce prend très mal la séparation. Jour après jour, semaine après semaine, sa haine pour Sylvia ne cesse de grandir.
elle est partie avec son alliance, avec le chien et avec une pension alimentaire de 1785$ par mois. Un argent dont elle n'a, à en croire Bruce, pas besoin. Sylvia est retournée vivre chez ses parents, Alicia et Joseph, à Covina. Nourrie, logée, blanchie, Sylvia dépenserait selon lui sa pension alimentaire en massage, restaurant chic, sortie entre copines et virée à Las Vegas. En juillet, Bruce Jeffrey Pardo se fait virer de son travail et la justice suspend la pension alimentaire. Mais sa haine, elle, reste bien présente. Le divorce est finalisé le 18 décembre 2008. 6 jours plus tard, Bruce Jeffrey Pardo, dans son costume de Père Noël, sonne au 1169 East Knuckles Drive. Un lance-flamme dans une main, un pistolet dans l'autre. Pour la police, il ne fait aucun doute que le massacre et le divorce sont liés. En se penchant sur l'affaire, un expert du FBI déclarera plus tard que le tueur avait sans doute un trouble obsessionnel compulsif et un trouble narcissique. Il n'était en revanche pas suicidaire. S'il s'est donné la mort, c'est parce qu'il n'avait plus d'autre option. Car comme l'ont découvert les enquêteurs, Bruce Jeffrey Pardo avait initialement prévu d'en ressortir vivant. Sous son costume de Père Noël, le tueur avait, scotché sur son corps, 17 000$ en liquide. Il avait également acheté un billet d'avion pour le Canada. Le départ était prévu pour le lendemain, le 25 décembre. Entre ça et les voitures de location, il semble évident qu'il avait l'intention de brouiller les pistes et de disparaître. Il ne l'a finalement pas fait, trop blessé par ses brûlures au 3e degré pour pouvoir prendre la fuite. Bruce Jeffrey Pardo aurait été victime d'un retour de flamme, au sens propre comme au figuré. Nous allons à présent parler du film Silent Night, mais avant de parler de Silent Night sorti en 2012, qui est un remake, rappelons-le, j'aimerais qu'on fasse un bref historique de la franchise Silent Night, puisque oui, c'est une franchise, Silent Night, et ça a commencé en 1984 avec Silent Night Deadly Night, donc Douce Nuit, Sanglante Nuit, de Charles E. Sellier Jr., et ce film-là n'est absolument pas inspiré de faits réels, précisons-le tout de suite. C'est même un... Non, alors c'est pas inspiré de faits réels, mais par contre ça fait partie des films qu'on aime bien, ça fait partie de la catégorie des slashers. Exactement. Et les slashers, donc pour vous remettre un petit peu dans le bain, consistent en des morts violentes, des morts variées, des morts graphiques, des morts à gogo. Des morts un petit peu tout le temps. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le genre du slasher, on vous renvoie à notre épisode de l'année dernière, déjà, de Noël, sur Black Christmas, où on vous expliquait exactement en long, en large et en travers qu'est-ce que c'est un slasher, qu'est-ce que c'est un petit peu les codes de ce sous-genre particulier de l'horreur. Donc voilà, ça appartient à ce style-là. Et je t'ai coupé, exactement. Charles, désolé. Et pas de souci. Et justement, notre film qui nous avait occupé l'an dernier était un excellent slasher. Et je me souviens qu'on avait pris beaucoup de plaisir à le regarder et à faire l'émission. Et là, on va prendre beaucoup de plaisir à regarder, on a pris du plaisir, mais à faire cette émission, mais pas tout à fait non plus pour les mêmes raisons. Donc Silent Night, Deadly Night commence, puisque je fais le topo du film. Mais je vous prie, rapidement. Commence par une scène sympa. Donc c'est une famille qui est dans une voiture et qui va voir le grand-père qui est un petit peu, disons, malade, paralysé sur une chaise roulante. Le grand-père, là, s'il y a la scène tout de suite, honnêtement, quand le film a commencé, j'ai bien aimé parce que le film commence par une bonne scène avec le grand-père, le jeune fils est seul avec le grand-père. Et là, le grand-père, parce que les parents sont partis, et là, le grand-père commence à parler et à bouger. Genre, il est censé être paralysé et tout, et là, il commence à parler et à bouger. L'effet est assez cool, et il menace carrément, genre, il met un coup de pression à son petit-fils. Il lui dit genre, en gros, si tu croises le Père Noël, tu vas mourir. Ouais, voilà. C'est en gros ce qui est vraiment un truc super cool à dire à son petit-fils, genre, grand-père paralysé ou pas paralysé. Et d'ailleurs, petite scène qui fera l'objet d'une mauvaise reprise dans le remake, on en parlera. Ah oui, effectivement, parce qu'il y a des ponts entre le remake et le film original de 84, et même des ponts avec d'autres films de la saga Silent Deadly Night, enfin avec un autre film. Ouais, on y reviendra. En effet. C'est assez amusant, quoi. Et est-ce que tu as aimé, toi, Charles, Silent Night Deadly Night ? Silent Night Deadly Night, le premier, le 84. L'original de 84. L'original. Eh bien écoute,
Un petit peu. J'ai l'impression que c'est tout plein de références à Shining. Alors je sais pas si c'est moi qui les vois ou si elles sont là. Mais on reviendra dessus après. Mais déjà cette scène de voiture, avec le gamin, la manière dont c'est filmé, dont ça alterne dans le dialogue entre les deux parents, le papa qui conduit, parce que c'est toujours le papa qui conduit, on est dans les années 80, et la maman qui est sur le siège passager et le gamin qui est derrière. Ça m'a rappelé un petit peu, tu vois, de la configuration qu'il y a dans la scène de d'ouverture de Shining. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est quand même une grosse référence à accoler à un film comme Silent Night, Deadly Night. Ouais, mais il y en a d'autres après. Il y a d'autres références. Il y en a une qui est un espèce de tic de réalisation qui va revenir après, on y reviendra. Et donc du coup, ils repartent chez eux. Le gamin a peur d'arriver en retard et de rater le Père Noël. Sauf que c'est au milieu le Père de la Noël route, qui ne va pas les rater. Ouais, c'est exactement ça, c'est le Père Noël qui va pas les rater, puisqu'au milieu de la route, il y a une voiture qui est arrêtée et un Père Noël qui agite les bras. Et donc le papa, gentil, se dit ok, on va peut-être l'aider et tout. Sauf que, mauvaise idée, le Père Noël n'est pas gentil, comme on peut le constater à peu près dans tous les films de Noël. CF, je vous renvoie à Jack Frost. Excellent film, regardez Jack Frost, un bien meilleur film de Noël que Douce Nuit Sanglante Nuit. Et là, il va y avoir donc une scène de massacre, puisque le Père Noël va buter tout le monde, sauf évidemment les petits-enfants. Et d'ailleurs, avec une scène magnifique de plan nichon qu'on voyait beaucoup dans ce genre de film à l'époque. C'est-à-dire qu'au lieu de juste tuer la mère, il lui enlève son haut, histoire qu'on voit bien ses seins à l'écran, et ensuite seulement il l'égorge. Ce qui aura un intérêt scénaristique par la suite, et que tu remarqueras. C'est vrai qu'ils y font référence un peu plus tard quand ils se trouvent à l'orphelinat. Mais même dans la suite, ils y font référence. Mais non, c'est parce que c'est aussi c'est censé être une scène de viol, tu vois. Enfin, il y a pas que du meurtre, tu vois, que le mec qui fait ça, c'est aussi un violeur. Et donc là, on a une petite ellipse et on retrouve notre petit enfant dans une école avec des bonnes sœurs, en fait. Dans un orphelinat, précisément. Voilà, c'est un orphelinat, j'allais dire, je sais même plus si c'est un orphelinat ou pas. Et là, encore... Bon, il fait des dessins, on voit qu'il est un petit peu perturbé et tout. Il est très traumatisé. Mais là aussi, très rapidement, dans l'orphelinat, scène de sexe dans l'école des religieuses, avec, là, il y a un peu de tout, il y a du tortillage de tétons et tout. Et Billy, je crois que c'est Billy, je sais plus si c'est Billy ou c'est William. C'est Billy. Il y a les deux, c'est Billy, c'est William après le plus c'est jeune. Ricky, le petit. Mais non. Si. T'as regardé la VF, toi, non Moi, j'ai regardé la VO, je te confirme. Parce que dans la VO, il y a Billy et il y a William. Eh bien, il s'appelle Ricky dans le 2, je te confirme. T'es sûr de toi ? Je suis sûr, enfin, c'est ce que j'ai noté en tout cas. Ah On vérifiera ça plus tard. Mais donc du coup, petite scène de sexe qui il va pas réussir à détacher les yeux. Et là, il va avoir un truc assez drôle. C'est-à-dire que ce sont deux adultes. Hein. Ils regardent par le petit trou de la serrure. Et là, il y a la mère supérieure qui arrive. Et elle écarte le gamin de la porte. Elle ouvre la porte. Et là, de suite, elle prend une ceinture... Et elle dit limite vous allez prendre cher quoi. Et genre mais c'est deux adultes tu vois. Oui, c'est pas mais comme si nous sommes dans un orphelinat catholique mon cher Charles. C'est pas comme si elle avait affaire à des enfants. Elle voit deux grands adultes tu vois. Et genre elle prend la ceinture et elle dit je vais vous punir direct. Enfin moi ça m'a fait rire tu vois. Et là encore bon il se passe, je vous fais vraiment en accéléré hein. Ouais, on va faire très accéléré ouais. Ellipse, Billy a bien grandi, c'est devenu un beau jeune homme, bien costaud. On voit qu'il a passé beaucoup de temps à la salle. Et par contre, il garde toujours une phobie, mais alors vraiment, vraiment vénère, du Père Noël. Puisque l'agresseur de ses parents, le tueur de ses parents, était déguisé en Père Noël. Et on nous le montre bien à travers quelques scènes. Quelques flashbacks. Qui manquent, ouais, quelques flashbacks et quelques scènes qui manquent cruellement de finesse, hein. Mais Billy est serviable
Et quand son patron lui demande, puisque la mère supérieure a réussi à lui trouver un petit emploi dans un magasin, quand son patron lui demande en service du magasin de se déguiser en Père Noël, il va pas contredire, il va pas dire non. Il est suffisamment serviable, malgré sa phobie du Père Noël, pour se déguiser lui-même en Père Noël. Donc ça, forcément, ça va le faire vriller petit à petit. Alors attends, c'est pas, pas tout de suite. Au début, il est mal à l'aise, et tu sais, il a les enfants sur les genoux. Et genre, il sait pas comment faire, l'enfant a pas du tout envie d'être sur ses genoux. Et genre, lui, il fait « Non, arrête, s'il te plaît, non, s'il te plaît, moi non plus, j'ai pas envie, et tout, et tout. » Et genre, au bout d'un moment, il lui met un coup de pression, il lui dit « Si tu continues, t'auras rien à Noël. » Et genre, il la menace, tu sais. Et genre, là, t'as les parents qui entendent pas ce qui se dit, et t'as la fille qui se calme, et t'as les parents qui font « Oh là là, il a l'air de bien gérer les enfants. » Oui, Absolument il gère pas. vraiment très bien. Mais la nuit de Noël se poursuit. Et là, c'est là que tout va basculer, puisque son patron va être complètement ivre. Son patron a l'air de draguer quelqu'un qui travaille aussi au magasin. Et là, il y a deux autres employés, si j'ai bien compris, qui sont plus jeunes. Et t'as le gars qui embarque la fille, genre dans le local. Et sauf que Billy les rejoint, je sais plus pour quelle raison, il entend du bruit. Pour les mater. Et la fille pour les mater, mais non, c'est pas pour les Si, mater. si, très il est pas comme clairement. ça, Billy. Mais non, enfin, il est pas encore méchant là. Mais par contre, dans 30 secondes, il va devenir fou furieux. C'est-à-dire que ceci dit, il les mate, mais voilà, il assiste encore à une scène de viol. C'est-à-dire que là, le mec pète complètement un câble, pas Billy mais l'autre. Il arrache, la nana lui dit non, qu'elle veut pas qu'il l'embrasse. Il pète un câble, il lui arrache ses vêtements. Et là, Billy pète un câble à son tour, sauf qu'il va péter un gros câblos encore plus gros que l'autre. Et il va buter le mec, mais avec une main. C'est-à-dire qu'il va prendre la guirlande, il va s'en servir de corde, et il va le soulever avec une main, genre ultra vénère. Et il va attendre tout simplement que le mec... il le pend, quoi. Sauf qu'il tient la corde. À partir de là, il va y avoir pas mal d'autres meurtres qu'on va pas spoiler au cas où, parce que c'est quand même ça qui est intéressant dans les slashers, c'est de voir les différentes mises à mort qu'il y a. On va en spoiler quelques-unes. Ouais, mais j'allais dire, j'ai raconté la partie la plus chiante du film à partir de 39 minutes 41 secondes. Ouais, c'est très long la mise en place, hein. Elle est très très longue la mise en place. Là, il y a ce pétage de câble et il passe littéralement du côté obscur, quoi. D'ailleurs, il y a cette... Donc du coup, c'est à partir de là que les morts commencent à être un peu rigolotes, même si le film est pas non plus super dynamique, ni bien rythmé. Hein. Oui, il est même parfois assez chiant et globalement assez lent, quoi. On va pas se mentir là-dessus. Ouais, non, il est pas fou, mais c'est sans doute le meilleur film de la franchise. Enfin non, en fait, c'est le meilleur film de la franchise. Oui, après, j'avoue, je suis un petit peu dur avec lui, parce que c'est pas non plus la méga grosse cata. Ça reste un slasher assez classique des années 80, pas hyper inventif, mais qui joue sur le côté Père Noël, mais c'est pas non plus vraiment nul, quoi. Il y a 2-3 trucs qui sont sympas. Non, puis je trouve qu'il y a 2-3 scènes qui sont pas trop mal filmées. Et il y a cette première... Enfin, il y a 2 morts gratuites, là, puisqu'il va pas se contenter, Billy, de tuer le mec qui a agressé la nana. La nana lui dit « Mais qu'est-ce que t'as fait ? T'es vraiment un connard !» Au lieu de lui dire merci, tu vois. Et là, il pète un câble, il bute la nana aussi. Donc là, on se dit « Ok, random, il devient complètement fou. » Il devient complètement fou parce qu'il lui dit « Est-ce que tu as été méchante ?» Parce qu'il est en mode Père Noël... Voilà, Père Noël, si t'as été méchant cette année, en fait, tu crèves. C'est un petit peu le principe du film. Ouais. C'est exactement ça. Et là, il y a une première scène qui m'a bien fait rire, donc au bout de 40 minutes de film, c'est quand il y a une des employées qui essaie de s'échapper parce qu'elle voit que Billy a complètement pété un câble. Et qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il prend un arc et une flèche qui étaient à proximité, mais qui doivent être des trucs pour enfants, je sais pas où est-ce c'est pas des trucs de chasse, tu vois. On est dans un magasin de jouets. Donc... On est dans un magasin de jouets, il la vise avec un arc et une flèche qui ont pas l'air, qui ont l'air d'être des trucs pour enfants, sauf qu'il la transperce, mais un truc de malade, quoi. Il la tue sur le coup, il lui transperce la colonne vertébrale. Donc là, j'avoue que ça m'a bien fait rire à ce moment-là. Et à partir de là, il y a quelques scènes de mort qui m'ont fait rire. Qui sont plutôt cool parfois, notamment une avec
un monsieur qui se fait couper la tête pendant qu'il fait de la luge. Le truc. Mais c'est par exemple, c'est un classique, tu vois, maintenant. Ouais. Genre, il est à pleine vitesse, c'est deux mecs un peu cons qui piquent la luge de deux mecs qui en faisaient jusque-là, et ils descendent, et il y en a un des deux, il y a la hache qui traverse l'écran, sa tête vole, et il arrive en bas, avec le corps sans tête. Il y a aussi la scène de l'empalement sur les cornes. Oui, qui m'a beaucoup fait sur les rire. cornes du Rennes, il y a un trophée de Les cerf, bois, apparemment. même, si on veut être technique. Et oui, une femme meurt accrochée sur les bois d'un trophée de chasse. Et c'est là que tu vois, il y a le mix. Tu vois, je pense que le film essaie de nous dire ça. C'est-à-dire que tu as le mix entre le traumatisme qu'il a vécu. Il est déguisé en Père Noël, il pète un câble, parce que c'était le Père Noël qui a agressé ses parents. Mais il y a aussi le mix avec ce qu'il a vécu dans l'orphelinat catholique. Oui. Puisque tous ceux qu'il punit, c'est... Enfin, non, pas tous, parce que justement, la luge, c'en était pas un, mais sinon, les autres qui punit, c'est parce c'est parce qu'ils étaient en train d'accomplir un acte sexuel, ou qu'ils en étaient pas loin. Ouais, en fait, est-ce qu'ils ont été méchants au sens... est-ce qu'ils ont péché? C'est méchant, ouais, c'est ça, c'est ça. Et techniquement, le mec à la luge a fait. péché, puisque je te rappelle qu'il a volé une Il a luge volé. à des gamins Eh oui. pour aller en faire lui-même. Et donc, du coup, c'est En méchant. fait, c'est pas sympa. c'est un préquel à Seven, en fait, on est en train de se rendre compte, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est complètement les péchés capitaux. C'est le préquel. Seven fait en fait partie de la story de Silent Night. Hein. Et donc voilà, après on a droit à quelques mises à mort sympas, notamment cette scène où il va soulever une jeune demoiselle en mini-short alors qu'il fait littéralement moins 12 degrés dehors, mais c'est pas grave. Elle ouvre, tu sais, elle est avec son mec, elle dit il faut que j'aille fermer la porte, je crois que j'ai entendu le chat et tout. Et elle ouvre la porte d'entrée mais seins nus, au calme. Et elle fait minou. Et là, c'est évidemment pas le chat qui rentre. C'est la scène la plus racoleuse du monde. Ouais, c'est C'était exactement juste ça. un prétexte pour foutre une meuf topless à l'écran. Ah, mais exactement. aucune autre Et raison. l'autre, il lance sa hache, ça tombe à côté, c'est pas grave. Il la soulève, il la chope, il la plante sur le trophée, sur la tête du cerf dans le salon. Et en lui disant punition, je vais te punir, c'est horrible. Oui, parce que c'est un truc qu'on n'avait pas encore précisé jusque-là, mais le jeu des acteurs est assez fabuleux. Oh là Mais là. fabuleux dans la catégorie, vraiment c'est tellement mauvais que ça devient très Ouais. très drôle. Et d'ailleurs, je conseille vivement, en fait, parce que du coup j'ai acheté le DVD, et il y a la VF Pauvre fou. dessus. Alors qu'ils sont gratuitement sur YouTube. Oui, mais ils sont... Alors, déjà, c'est pas bien de pirater des films, mais sur YouTube, ils sont Mais c'est pas uniquement en piraté, VO. c'est sur YouTube. Tu les charges pas. C'est sur YouTube, enfin. Et sur YouTube, ils sont uniquement en VO, et honnêtement, la VF vaut vraiment le coup, parce que ça donne une autre couche au film, il devient encore plus drôle, et franchement, c'est un super film à mater, mais genre, où tu bois des bières devant, et tu rigoles devant le jeu d'acteur, et les scènes ultra putassières qu'il y a dedans, et les trucs sont vraiment, vraiment marrants, avec du second degré. Si tu le regardes, je pense, au premier degré, en mode, c'est vraiment un film d'horreur qui va me faire peur, tu passes un très mauvais moment. Premier degré, non, c'est à exclure. D'ailleurs, il y a excellent. des scènes qui sont vachement drôles. Je pense que c'est pas volontaire, mais juste le jeu d'acteur de certaines personnes, notamment toutes les personnes, quand elles meurent, elles font des gueules, mais pas possible. Oh là là, oui. Mais c'est incroyable. Je meurs. Il y a des timings qui sont pas du tout respectés. Genre, en moins, il y a un flic qui se prend un coup de hache, il meurt en 2 secondes. Eh ben, quand il ouvre la porte, et ben, ce coup de hache est filmé de la même manière que le coup de hache que se prend le maître d'hôtel dans Shining. Ah. Et il se prend la hache, le mouvement de la hache, et là où il se prend la hache est exactement le même. Et attends, mais Shining, c'est sorti avant 84 Je sais pas. Parce que j'ai peur Ouais, de il faire me un semble. gros anachronisme. Bon, on va regarder. Eh ben, C'est pas écoute, grave. Hein. Pendant que tu regardes si Shining est sorti avant ou Mais après de c'est toute façon, Deadly Shining Night. a été écrit avant. Ah, peut-être, effectivement. Pendant que tu regardes ça, je vais parler vite fait Mais de oui, la il est sorti en polémique. 80, Shining. Il est sorti en 80, évidemment. Il est sorti en 80, donc en plus on était pile dans la folie Shining, donc ça tu vois, ça colle complètement. Ah bah, donc du coup, c'est ça correspond. Il y a peut-être des références cachées, enfin, pas si bien cachées à Shining. Oui, c'est pas des références très très fines. Hein. Bah, rien n'est vraiment fin à l'intérieur de ce film
en fait. Ce qui m'a étonné, c'est d'apprendre, je regardais une vidéo de Chroma par Karim Debache sur justement 12 nuits, sanglantes nuits, et j'ai appris pas mal de choses sur toute la polémique qu'il y avait eu autour. Je pensais pas qu'un film aussi inoffensif, parce qu'il se passe pas grand chose quand même dedans, Ouais, on peut le dire. puisse à ce point créer une polémique aux États-Unis. Ça a été un gros bordel en fait. Je sais- À quel niveau? Parce qu'il y a des trucs sur lesquels ça m'étonne qu'à moitié. Mais... Alors en fait, le délire, c'est qu'à l'époque où il est sorti, il y a beaucoup de gens qui ont manifesté contre le film. En fait, ils trouvaient que le film était odieux, en grande partie à cause du déguisement de Père Noël, parce qu'ils estimaient que ça dénaturait la nature du Père Noël, etc. Et d'ailleurs, il a été déprogrammé seulement 2 semaines après sa sortie, je crois. Mhm. Et d'ailleurs, c'est un fun fact que j'ai appris justement dans la même vidéo. Est-ce que tu savais qu'il il est sorti en même temps que Freddy et les Griffes de la Nuit? Ah non, je savais pas, j'avais oublié. 84 aussi, Ouais, Fred? bah le même jour. Et qu'au premier week-end d'exploitation, il a battu Freddy et les Griffes de la Nuit. Oh là là, bah ça aurait été le seul moment où il l'a battu, donc. Bah je pense, en tout Parce cas que- on saura pas parce qu'il a été déprogrammé 2 semaines après. Ah, mais définitivement déprogrammé? Déprogrammé complètement, ouais. Mais juste à cause de la représentation du Père Noël? Moi j'aurais plutôt dit parce qu'il y a du... Alors... Ah non, ça c'est dans le remake. Dans le remake, il y a du meurtre d'enfants aussi. Ça c'est un truc, un motif aux États-Unis de retrait des films. Mais pour l'original, j'aurais plutôt dit la représentation des sœurs. Enfin, tu sais, le Bah non, mélange... étonnamment même pas. En fait, ce qui a fait le plus polémique, c'était surtout les pubs qu'il y avait à l'époque. Parce qu'il y avait des pubs pour le film qui passaient à la télé. Donc des pubs un poil trashouille. Bon, aujourd'hui, tu regardes ça, tu fais non, c'est pas trash. Trashouille. Non, mais Oh tu sais, là là. c'est des gros plans sur des gens qui crient, un gros plan sur un couteau, des trucs hyper hachés, assez rapides, enfin slasher années 80 quoi. Ouais, Et ouais. le problème, c'est qu'elles étaient diffusées, ces pubs, entre des émissions grand public, voire pour enfants. Genre, il y avait, cette pub-là, elle passait genre en publicité de la petite maison à Pendant prairie, les... tu vois. Oh là là. Donc tu comprends qu'il y a des gens qui pu gueuler en mode mais pourquoi vous montrez ça à ce moment-là. Mauvais placement publicitaire. Et du quoi. coup, ça a commencé en fait surtout à cause de la pub qui était diffusée à la télé. Et ensuite, ça s'est étendu au film en lui-même qui était jugé, comme on peut s'en douter, puisque c'est un film où il y a des meurtres et des gens à poil et tout ça, immoral et tutti quanti. Ça paraît fou parce qu'aujourd'hui, là, au moment où on enregistre en 2017, il n'y a pas une fois où ça m'a... Ah non, mais il est pas du J'ai tout pas choquant. eu- Il y a rien dans ce C'est film absolument pas choquant, ouais. Au pire, c'est débile, mais ça va pas au-delà, quoi. Alors c'est surtout débile, effectivement. Ouais. Mais bon, il y a une autre rumeur aussi que j'avais vue, c'est qu'il aurait été déprogrammé à cause de Coca-Cola en fait. Parce que Coca-Cola Ah. à l'époque possédait TriStar, la société de production qui sort Silent Night, Deadly Night. Et donc du coup, c'est un des producteurs qui a expliqué ça. Il a laissé entendre dans un commentaire audio que Coca n'aimait pas qu'on utilise l'image du Père Noël de cette façon-là, parce que son personnage est titré dans les pubs en période de Noël. Alors, Je crois que c'est pour ça. c'est la version d'un producteur qui aurait aimé se faire plus de Ouais. fric avec, donc pour moi ça reste de l'ordre de la rumeur, mais en tout cas je trouvais ça assez amusant le parallèle avec Coca-Cola quoi. Ouais. Et du coup, le film se termine sur la... On peut le dire, hein, de toute façon, si vous avez vu. De toute façon, allez, de toute façon, c'est très simple. On pourra vous mettre les liens dans des endroits cachés. Mais les films sont accessibles sur YouTube, donc si vous parlez un petit peu anglais ou si vous avez juste besoin de comprendre, de toute façon, le niveau de dialogue Il n'est pas très fait complexe. que vous n'avez pas besoin d'un grand niveau d'anglais pour comprendre. On vous les mettra et regardez-les parce qu'on va évidemment, comme toujours, vous spoiler la fin. À la fin, s'ensuit les morts et tout. La police tue accidentellement un Père Noël random. Alors ça, parce qu'il s'approchait d'enfants. Il était déguisé en Père Noël, il s'approchait d'enfants, il le bute. Évidemment, c'était pas notre tueur. Et le tueur, du coup, essaie de rallier la maison, enfin l'orphelinat, pour tuer la mère supérieure. Sauf que il va se faire abattre par la police, évidemment, juste avant. Et je pense que ça nous permet d'enchaîner. J'ai pas envie d'arriver au remake tout de suite. J'ai envie d'abord de faire une parenthèse sur Silent Night, Deadly Night numéro 2. Oui, alors Silent Parce Night, que j'ai Deadly Night pris... 2. De toute façon, ça va être rapide. Enfin, toi, je crois que tu as plus de trucs à dire parce que moi, j'ai pris 3 lignes de notes. Bah écoute, je t'en prie et je compléterai. Voilà, c'est ça. J'ai pris littéralement 3 lignes de notes. Et pour la simple et bonne raison que j'ai écrit une des plus grandes arnaques de l'histoire du cinéma. Honnêtement, ce film a dû être produit, mais avec $1 500. C'est pas possible. C'est
hallucinant. Les 40 premières minutes du film, c'est pas une bêtise, les 40 premières minutes du film, le film fait... Il y a 1h24 de film, j'ai compté du coup, parce que dis donc, je me suis dit... ouf. Il y a 1h24 de film, les 40 premières minutes sont des images du premier. Ce sont des flashbacks pour expliquer la situation. Et là, je me dis, waouh, je sais pas si le film a été rentable ou quoi que ce soit, mais pour vous situer un peu l'histoire, le tueur du premier film, le Père Noël du premier film, avait un petit frère dans la voiture. Et bien, ce petit frère a lui aussi grandi, il est lui aussi devenu vachement costaud. Visiblement, c'était de famille. Et il est directement, la première scène, il est directement enfermé, il est en hôpital psychiatrique, et il y a un monsieur qui arrive, qui veut faire un petit entretien avec lui, donc il met ses petites bandelettes d'enregistreur des années 80. Et là, ça se lance pour 40 minutes de... Ceux qui ont déjà vu le premier peuvent déjà passer ces 40 premières minutes, puisqu'on va avoir juste de temps en temps la voix off de... Du coup, il s'appelle William, si je dis pas de bêtises. Alors, moi, j'ai Ricky, mais donc c'est Ricky là, du coup. D'accord. Ok. Il me semble que dans le... Bon, c'est pas grave. En vrai, j'ai pris 3 lignes de notes sur celui-là, donc c'est pas impossible que tu aies raison. Et au bout de 40 minutes, donc l'histoire commence... Et encore, elle commence doucement. Tout ça pour nous dire que Ricky, du coup, est devenu, lui aussi, un espèce de fou furieux qui aime se déguiser en Père Noël pour massacrer des gens, alors qu'il avait littéralement moins d'1 an quand il était dans la voiture, quand il était dans le siège bébé. Exactement, ça c'est un truc que j'avais noté, c'est comment est-ce que le mec peut se souvenir du meurtre de ses parents. Il est traumatisé d'un truc qu'il a même pas vu, parce que sur le siège bébé il pouvait pas bouger, tu vois. Non mais c'est quand même fou. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, à un moment le psy lui pose la question, il fait comment est-ce que vous pouvez vous souvenir de ça, vous étiez bébé, et il fait parce que j'y étais. Il dit, sa seule réponse c'est de dire j'étais là, voilà, tout simplement. Non mais c'est complètement la seule réponse valable en vrai. Non mais ces 40 premières minutes là, c'est l'abus, mais en continu, c'est complètement abusé. En fait, ils utilisent littéralement des images donc du 1 pour les flashbacks. Donc en gros, ils prennent 40 minutes du 1 qui hachent en petits tronçons et qui mettent et c'est juste ils ont fait un espèce de condensé. Le film original fait entre 1h20 et 1h30. Ils ont enlevé les scènes, disons, les moins signifiantes. Ils ont fait un condensé de 40 minutes, ils l'ont mis au début. Et après ça, le film se lance. Et le film a exactement la même structure que le premier. C'est-à-dire qu'après, on enchaîne. Il y a 40 minutes qui servent à lancer le film dans la version de 84, dans l'original de 84. Là, il y a 40 minutes qui servent à lancer le film dans la suite. Et après, on a à peu près la même structure avec des meurtres. Alors là aussi, une petite originalité dans les meurtres. Je sais pas si... Oui, alors d'ailleurs, la seule petite différence finalement avec le 1, c'est que les meurtres ne sont pas effectués en costume de Père Noël pour la quasi-totalité des meurtres de ce film. Ouais, pour la quasi-totalité. Et ils sont pour la plupart racontés en flashback. Parce que tout est un gros flashback. C'est raconté. En fait, et puis voilà, donc t'as comme on disait les 40 premières minutes avec que des extraits, et il y a notamment le freeze frame final du premier qui est repris, parce que à la fin du premier, c'est un plan sur le frère de Billy, l'air renfrogné, qui va sûrement devenir un serial killer. Ça finissait comme ça. Et là, ils ont réutilisé le même freeze frame, sauf que ce n'est pas le même acteur. Ouais. Ils ont pris un acteur qui ressemble un peu plus à l'acteur de Silent Night, Deadly Night 2, mais c'est complètement abusé. Et il y a des moments où c'est tellement l'abus qu'ils prennent des scènes du 1 et qui lui donnent un autre sens. Je sais pas si tu as remarqué ça. C'est un moment, donc dans le 2, on le voit au cinéma avec sa copine. Ils sont en train de regarder un film d'horreur. Et le film d'horreur est monté avec des images du Père Noël qui a tué les parents de Billy. Mais oui, j'avais oublié de le noter. Mais c'est là où je me dis qu'il y a aussi peut-être beaucoup d'humour dans la création de ce film, et que c'est peut-être juste un délire de quelques personnes qui ont produit ce film. Parce que c'est vrai que donc, du coup, le petit frère, qui est le tueur du deuxième film, va au cinéma avec sa copine de l'époque. Et le film qu'ils vont voir au cinéma,
C'est littéralement Silent Night, Deadly Night, quoi. Mais non, même pas. Parce qu'en fait, Bah. il parle d'une histoire de Père Noël tueur et tout ça. Donc tu dis, ok, Oui. ça va être Silent Night, Deadly Night. Mais c'est pas mais le mec qu'il y a dedans, c'est le braqueur du début, quoi. Bah oui. C'est genre comme si Mais c'est les ce qui images s'était du passé premier. était pas réel, mais était un film dans la diégèse du 2. Ça a pas de sens. Oui, voilà. Mais je veux dire, ils mettent quelques passages. Mais c'est comme s'ils regardaient presque le premier film au cinéma. Non mais limite, non mais c'est n'importe quoi ce passage. Et moi le truc qui m'a le plus fait marrer, ça reste quand même le jeu d'acteur de l'acteur principal de ce film. Est-ce que tu veux dire que le mec n'aurait été sélectionné juste parce qu'il est très musclé? Oh peut-être. En tout cas, il a pas fait de carrière après, il avait pas fait de carrière avant. Donc Bizarrement. bah, je pense qu'après une scène comme celle qu'il y a au milieu, c'est même plutôt vers la fin de Silent Night Deadly Night 2, c'est-à-dire il y a un moment où l'acteur pète complètement un plomb et il tue, j'ai pas fait le compte, mais genre 5 ou 6 personnes à la suite, d'un coup. Ah mais oui, c'est gratuit en plus. Mais oui, non mais les personnes n'ont C'est absolument rien gratuit, il tire sur la calandre aussi d'une voiture. Et genre la voiture part en flammes, la voiture le frôle et tout. Et c'est de cette scène-là dont tu parles, où il tue aussi un flic, il tue... Il tue plein de gens. Et c'est à ce moment-là où ça, c'est une scène qui est devenue culte, parce qu'elle tourne beaucoup en elle-même sur YouTube, juste cette séquence-là. C'est le moment où il tire sur un mec qui est en train de sortir ses courses, et il se met à hurler « Garbage Day !» Et Ah oui. genre, c'est le jour où on sort les poubelles, et il lui tire dessus. Comme ça, d'un coup. C'est gratuit. Et la gueule qu'il fait au moment où il crie Garbage Day, c'est fabuleux. C'est vrai il a malheureusement un visage qui est très peu expressif. Du coup, il appuie sur les 3 expressions qu'il connaît, ce qui donne un jeu d'acteur assez pauvre, hein, malheureusement. Bah, en fait, c'est... Soit il fait le mec qui a l'air extrêmement sérieux, soit il fait le mec qui est complètement fou. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu ces deux modes, en quelque sorte. Il est assez binaire. Et il y a un truc qui m'a beaucoup déçu sur Silent Night Deadly Night 2, c'est qu'en fait, c'est pas du tout un délire de Père Noël tueur. En fait, Ricky, il enfile le costume 15 minutes avant la fin. Ouais, c'est vrai. Il le porte pendant seulement 15 minutes dans le film. Alors, sur les affiches promo, t'inquiète qu'on le voit avec le costume, évidemment. Évidemment, il a dû sortir à Noël aussi, j'imagine. Mais voilà, mais il ne fait aucune victime dans ce costume, à part la mère supérieure à la fin du film. Il fait une seule victime dans ce film, dans le costume de Père Noël. Et sinon, l'autre truc que j'avais noté sur ce film, c'est que malgré la qualité extrêmement pauvre de ce film, il y a quand même deux mises à mort que j'ai trouvé plutôt sympas, en fait. Ah, vas-y. Alors, celle qui ouvre la fameuse séquence où il tue plein de monde dans la rue, c'est où il éclate quelqu'un avec une batterie de voiture. C'est-à-dire que... Ah mais scène qui... je suis bête. On en parlera après. Scène reprise dans le remake de 2012. Ah bon ? À quel moment ? Je me souviens. La batterie, c'est le moment où il met les charges et où l'œil éclate. Oui, ça y est, le premier meurtre en fait du remake. Et c'est ça, c'est l'intro du remake. Ah, je n'avais pas fait le rapprochement. Donc effectivement, pour rappeler pour ceux qui ont, pour expliquer ceux qui n'ont pas vu la scène, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui a vu Silent Night Deadly Night 2. Il y a un mec qui est en train de réparer sa voiture. Honnêtement, vous embêtez pas d'ailleurs. Avec des batteries et comment on appelle ça, avec des pinces crocodiles quoi. Ouais. Et il lui fout les pinces dans la bouche et il active la batterie, ce qui a pour conséquence d'électrocuter le mec. Et c'est des abords complètement chelous quoi. Ce qui en vrai ne marcherait pas du tout, je pense. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait assez de jus dans une batterie de voiture pour faire éclater quelqu'un. Oui, parce que le mec explose littéralement. Oui, il a l'œil qui éclate et tout. Et il y a l'autre scène qui m'a fait marrer, et celle-là aussi je pense pas qu'elle soit techniquement possible, c'est le moment où il enfonce un parapluie dans quelqu'un, où il l'ouvre dans la personne. Mais oui, il essaie d'interrompre, parce que au fond ce sont de méchants gentils, puisqu'il essaie d'interrompre une scène d'injustice avec un bonhomme qui en menace un autre, et on comprend bien que ça doit être un prêteur sur gage ou un truc comme ça, je sais pas trop, mais qui lui doit de l'argent. Et où c'est un grand costaud, il dit j'espère que tu vas même pas me le rendre l'argent, comme ça je pourrais te buter et tout. Et évidemment Ricky arrive, il le pulvérise, enfin il le soulève encore une fois avec une main, avec l'autre main il trouve un parapluie dans la poubelle, il le plante, il le transperce avec un parapluie qui était déjà en plus complètement abîmé, et une fois qu'il l'a transpercé, il ouvre le parapluie derrière.
Donc voilà, c'est le genre de scène auquel vous aurez droit dans Silent Night 1 et 2. Une fois que vous aurez passé les 40 premières minutes d'extrait du 1. C'est hallucinant. Mais c'est pour ça que je dis, C'est un scandale, honnêtement, ce film. autant le premier, regardez-le en rigolant, c'est assez sympa. Enfin, c'est tout le principe du nanar, quoi. C'est de rire de certains trucs mauvais. Mais là, c'est même pas drôle. Parce que quand vous avez vu le 1, vous avez juste l'impression de regarder une arnaque. Et c'est ça, Où exactement. on vous arnaque, en fait. Et du coup, honnêtement, il y a des fois où j'ai décroché, quoi. Ah, mais moi aussi, le seul truc, en fait, ne regardez pas Silent Night Deadly Night 2, cherchez juste la scène de Garbage Day sur YouTube. Ouais, voilà. Elle dure 6 minutes, je crois, et c'est à peu près le seul truc inventif qu'il y a dans le film. Et franchement, c'est une scène assez marrante, mais c'est tout. Hmm. Voilà, ça c'était pour Silent Night Deadly Night 2. Je vais revenir juste très brièvement sur le 3, le 4 et le 5. Le 3 est sorti en 89 en direct ou vidéo. Le script a été créé en une semaine et le réalisateur a reconnu lui-même que c'était pas son meilleur film. Wow. Ce qui est- Je l'ai pas vu, mais Voilà. je veux bien le croire. Le 4 s'appelle Initiation, il est sorti en 90 et lui il abandonne complètement le concept de Père Noël tueur. Dedans on parle de sorcière, de combustion spontanée. Il y a une esthétique un peu creepy parce que le réalisateur c'est Brian Usna et c'est le mec qui a fait Society et le dentiste, deux films assez Ouais. creepos. Tu sais que là, le truc ça me donne plus envie que tous les Silent Night que j'ai vus, là. Hein. Le Initiation, Ah ouais, là, juste le combustion spontanée, sorcière et esthétique un peu creepy, moi, ça me fait plus envie que tous les films dont on a je parlé. ne te là. garantis pas que ce sera bien. Hein. Et enfin, Silent Night Deadly Night 5, Les Jouets de la Mort, sorti en 91, qui part lui sur un délire de robots et de jouets mortels, avec encore une fois un mec déguisé en Père Noël, sauf que, spoiler alert, c'est un robot. Et c'est considéré comme un des moins pires de la franchise, étonnamment, sur les Oh, ailes. ah, putain, alors est-ce que ce serait la première franchise qui s'améliorerait au fil des années? Bah écoute, visiblement, c'est ça qui est quand même assez surprenant. Oh là là. Enfin bref, tout ça nous amène à 2012 avec la sortie du remake Ouais. de Silent Night Deadly Night qui s'appelle tout simplement Silent Night. Avant qu'on parle du film en lui-même, je vais juste vous sortir quelques infos qui vous aideront à mieux comprendre peut-être pourquoi le film est comme ça. Il a été tourné en seulement 17 jours. Il est sorti dans quelques salles, mais il est sorti en DVD quelques jours après. Donc c'est un presque direct to DVD. Tu vois, ils ont fait C'est pas légal, ça, non? aux États-Unis. Il y a Si. un temps... Ah ouais, d'accord. Ça- Ah, il y a un passage du cinéma au DVD qui est fonction de la réussite du film au Alors, cinéma? je me trompe peut-être, mais je crois qu'il n'y a pas de réglementation aux États-Unis Ah là-dessus. oui, bah oui. Donc tu peux sortir un film La en salle et libéralisation. le DVD à peu près en même temps. C'est ce qui s'est passé, je crois que c'est 3 jours après la diffusion en salle, il y a eu le DVD et ils ont immédiatement arrêté les diffusions pour vendre que le DVD. C'est genre un petit coup de pub quoi pour lancer le DVD. Il est réalisé par Steven C. Miller, qu'on ne connaît pas trop, qui s'est depuis spécialisé dans les séries B d'action à la con avec Bruce Willis. Donc, c'est tout, Qu'avec Bruce Willis, uniquement? pas mal avec Bruce Willis, et c'est souvent des directs ou DVD, voire quasiment toujours. Et ce qui m'a beaucoup frustré, c'est d'apprendre quel réalisateur avait été envisagé avant Steven C. Miller pour faire le film. C'est un mec, le nom vous dira probablement rien, Kevin Gruttert, moi le nom me disait rien, mais c'est le mec qui a fait Saucisse, qui est pas- voilà, Saucisse. Saut 3D qui n'est pas, voilà, mais surtout qui a fait Jezabel, qui était un film que j'avais bien aimé, qui se passait voilà, dans une esthétique un petit peu bayou, avec une meuf qui était dans une maison où il y avait des fantômes et qui était en fauteuil roulant. On l'avait vu ensemble, non? Je crois qu'on l'avait vu ensemble. Et il a fait aussi Vision avec Isla Fisher, que je n'ai pas vu mais qui avait l'air plutôt sympa. Donc du coup je me suis dit tiens, ça aurait peut-être eu une autre gueule, mais non, c'est Steven C. Miller qui a fait Silent Night en 2012. Et est-ce que selon toi c'est un bon remake de Silent Night? C'est ce qu'on lui demande à la base. Alors, ouais, est-ce que c'est un bon remake? Ben c'est pas... Non, honnêtement, je sais pas à partir de quand on peut dire qu'un film est un remake. Parce que là, il y a juste le truc en commun, c'est que c'est à la période de Noël et qu'il y a un tueur en Père Noël. On est d'accord? C'est exactement ça. C'est le seul point commun entre l'original et le remake. Bah, c'est ça, et enfin, après avec quelques citations qu'il y a dans le film Ouais. quand même. Mais il faut savoir qu'à la base, le film devait être encore plus éloigné du premier film. Comment c'est possible? En fait, c'est Steven C. Miller qui a imposé de réécrire certaines scènes quand il est arrivé sur le projet.
sauf qu'il est arrivé assez tard, le scénar était déjà prêt et il fallait commencer à tourner assez rapidement. Et donc lui a demandé à ce qu'on réécrive quand même quelques scènes, il a obtenu ça, et lui il voulait faire des références au Silent Night de 84, ce qui n'était pas le cas avant. Avant c'était juste un Père Noël qui tuait des gens, quoi. Ah ouais, d'accord. Ah, donc la scène random du papy... Ouais, je pense que ça, par exemple, c'est vient un de ça, là. ajout de Steven C. Miller, Ah. comme le moment où il y a une personne qui est donc empalée sur des bois de cerf. Je pense que voilà, il y a pas mal de séquences comme ça qui sont en fait des références directes et qui sont dues au réalisateur qui voulait faire, comme il l'a dit dans une interview à Disgusting, un remake très libre, mais quand même un remake. Donc il voulait qu'il y ait des... il voulait quand même... Un remake très Voilà, libre. il dit je voulais faire un remake très libre de l'original. Et effectivement, c'est très 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 libre. Oui. Ouais, d'ailleurs, ça commence avec une scène d'expo. Alors, pour le coup, qui fait référence, du coup, comme je disais, tout de suite. Alors, je t'avoue que, bon, en plus, là, je regardais le film en anglais, sans sous-titres et tout et tout. Et au début, je comprenais pas ce qui se passait. C'est-à-dire que, il y a un mec dans une cave. Et là, t'as un mec en Père Noël qui arrive, qui lui enroule des guirlandes, qui active le truc et qui le fait griller, quoi. Et je me suis dit, mais dans quoi je suis tombé? C'est quoi ce film? Il n'y a pas de... Je sais pas qui, je sais pas pourquoi, je comprends pas. Et c'est... j'ai vu le remake, en fait, je crois que j'ai vu... Ouais, je crois que c'est ça. J'ai vu le remake en premier. Et c'est en regardant Deadly Night... Silent Night, Deadly Night 2, que j'ai compris que déjà ça, cette scène un peu random... Enfin, pas complètement, mais genre cette mise à mort un peu gratuite, était une référence parce qu'il a l'œil qui éclate avec l'électricité de la même manière que dans Silent Night, Deadly Night 2. Et donc là, je me suis dit, eh ouais... Tu vois, le réalisateur a apprécié quand même les premiers films. Bah ouais, et d'ailleurs, il lui rend hommage à plusieurs moments. Donc t'as aussi une scène de strangulation avec une guirlande de Noël, qui est donc une référence au 1. Ouais. C'est le maire de la ville qui se fait tuer comme ça. Il y a aussi une scène où il donne un objet ensanglanté à une gamine. C'est aussi une référence au 1. Il y a un passage comme ça dans le 1. Ouais. Où en fait, il tue le couple qui baise, mais pas la gamine qu'ils étaient censés babysitter. Ouais. Donc, du coup, il offre un cadeau à la gamine rempli de sang. Il y a aussi la multitude de plans nichons dans ce film. On voit souvent des seins dans ce film. Oh, putain, oh là là. Est-ce que tu veux qu'on parle rapidement, que tu fais un petit rappel de l'histoire? Oui, bah si tu veux. Alors, en fait, Silent Night, tout court, c'est donc un monsieur déguisé en Père Noël qui bute des gens dans une petite ville tranquille. Et en parallèle, on a donc une jeune flic avec le flic en chef de la ville qui est joué par Malcolm McDowell, qui doivent l'empêcher de tuer des gens. En gros, c'est ça le script. Et c'est inspiré de faits réels. C'est surtout ça qui nous... oui, évidemment. Et d'ailleurs, donc le fait divers d'origine dont on vous a parlé tout à l'heure dans l'émission n'est pas du tout vendu, étonnamment, alors qu'on pourrait s'y attendre, vu le film avec une démarche aussi putassière, il n'est pas vendu comme un film inspiré de faits réels, mais en fait les similarités sont telles que tu peux pas imaginer que ça ne fait pas référence à ce fait divers, en fait. Dans les interviews, le réalisateur ne parle pas, et d'ailleurs je comprends pas pourquoi les journalistes ne lui ont pas posé la question, mais c'est tellement évident. En fait, le film a commencé à être créé, en tout cas le script a commencé à être écrit quelques années avant le tournage. Donc le tournage c'est en 2012, le fait divers date de 2008, quelques années avant 2012. Il y a comme des dates qui commencent à coller, et le fait divers avait beaucoup fait parler à l'époque en Californie, parce qu'on rappelle que ça se passait en Californie qui est l'endroit où les scénaristes du film vivaient. Donc du coup, il y a, tu vois le terreau qui se fait. Ouais. Et il y a des similarités avec le fait divers dans Silent Night qui sont mais évidentes. Déjà rien que le fait qu'il bute une gamine, c'est le deuxième meurtre du film. Ouais, meurtre hyper perturbant, je trouve. Ouais, alors c'est pas de la même façon que dans l'histoire vraie, hein, il tire pas une balle dans la tête, c'est beaucoup plus graphique et beaucoup plus perturbant. Ben ouais, et puis surtout c'est en ouvrant la porte et tout, c'est un truc c'est gratuit, violent. Bah justement ça, le côté la gamine qui vient d'ouvrir la porte et qui se fait buter, c'est une référence directe, et qui se fait tirer dessus dans l'histoire vraie. Elle est pas morte heureusement, mais ça c'est une référence directe. Et il y a même un moment où il y a un Père Noël qui raconte littéralement l'histoire vraie à la flic, à quelques inexactitudes près quand même. Il y a une scène de dialogue entre un monsieur déguisé en Père Noël et Jamie King, donc qui joue la jeune fliquette. Et il lui dit oui, il y a un mec, il est arrivé avec un lance-flamme dans la famille de son ex et il a tué tout le monde, et on l'a jamais retrouvé. Non, il a été tué par les flics, tout ça. Et elle dit oui, non, mais c'est une légende urbaine. Et t'as le Père Noël qui fait non, ça s'est vraiment passé, tu vois. Et ils appuient ça à un autre moment, notamment à la toute fin du film,
où on apprend que le tueur, enfin bon, là, big spoiler, hein, mais bon, on s'en fout, c'est donc le tueur de Silent Night, c'est le fils du mec qui a tué sa femme et qui a brûlé tout le monde. Ouais. Et donc c'est comme s'ils avaient pris un fait réel et qu'ils en écrivaient la suite. Bah, et ce qui est d'autant plus perturbant, c'est que Bruce Jeffrey Pardo, et ça c'est complètement dingue, et c'était écrit dans les articles à l'époque, avant d'être avec Silvio Ortega, il avait un fils. Ah. Et c'est ça, moi, qui m'a encore plus perturbé et qui m'a interrogé sur mais à quel moment tu fais un film qui est à ce point proche d'un truc qui s'est vraiment passé. C'est-à-dire que le mec avait vraiment un fils, le vrai tueur, et la trame narrative du film, c'est le fils qui poursuit l'œuvre de son père, quoi. C'est pour ça, je pense qu'il n'a pas été vendu comme inspiré de faits réels, parce que, en sachant ça, c'est complètement immoral. Ah ben, la démarche en elle-même est indécente, et je pense que s'ils avaient communiqué là-dessus, ils se seraient fait ramasser la gueule énormément. Et bon, alors, on a parlé du rapport qu'il y avait entre l'histoire vraie et le film, mais le film est global, enfin, dans sa majorité, le film reste quand même une œuvre de fiction. Il y a pas mal de références à d'autres films, notamment à Souviens-toi l'été dernier, avec toute cette parade de Noël qui fait penser à la parade des pêcheurs, où en fait, on sait que le tueur est quelque part, mais on essaye de le trouver et on n'y arrive pas. Donc, Et puis ils sont tous déguisés en pêcheurs, donc on sait pas lequel c'est. Là, ils sont tous déguisés en Père Noël, on sait pas. Enfin, ils se confondent dans la foule de la même manière. Donc du coup, non, il y a quand même des trucs qui ne sont pas tirés de la saga Silent Night Deadly Night et qui ne sont pas tirés du fait réel. Et au final, c'est ces moments-là que j'ai le plus préféré, je pense, dans le film. Ouais, je suis assez d'accord aussi, ouais. Notamment sur ce parti pris assez étonnant de pousser quand même vachement loin dans le gore et dans le débile. Oh là là, mais oui. Mais d'ailleurs, il faut qu'on parle du coup de cette scène où il y a des seins gratuitement. Tu sais, où il arrive, honnêtement, je sais plus pourquoi il arrive dans cette chambre de motel où il y a des photos, il y a un espèce de shooting qui se fait, la meuf est assez dénudée. Ouais, un shooting érotique, un shooting érotique, avec la nana qui est sur le lit, seins nus et tout. Et là, t'as le méchant qui arrive, le déguisé en Père Noël. Et c'est, honnêtement, la scène est d'une longueur, elle est ultra désagréable, elle est ultra mal rythmée, cette scène. C'est-à-dire que on sent, bon, il arrive et tout, on nous met un peu la pression. Boum, il fracasse la porte. Enfin non, même pas, il toque, on lui ouvre. T'as la nana qui essaie de se barrer. Il massacre tout le monde, mais elle, la nana qui était en train d'être prise en photo, là, on va l'appeler la photographiée, tiens. La photographiée réussit à s'échapper. S'ensuit une course-poursuite surréaliste où elle est je crois qu'elle est juste en petit short dans la rue. Elle est en culotte, hein, littéralement. Elle est en culotte. Elle est en culotte. Et elle n'arrive pas à courir, c'est-à-dire qu'évidemment, comme tout le monde dans un film d'horreur, il n'y a rien pour qu'elle trébuche, il n'y a rien, littéralement par terre c'est du goudron, mais elle n'arrive pas à courir droit, elle trébuche un peu comme ça de gauche à droite, ce qui évidemment ne l'aide pas, puisque le Père Noël, qui lui ne court absolument pas comme à peu près tous les méchants de films d'horreur, va réussir à la rattraper. Il la rattrape dans une espèce de petit jardin, un truc un tout petit peu bizarre. Et là, il va y avoir une scène qui m'a beaucoup choqué. C'est parce que là, elle arrête de courir, évidemment. Elle trouve un endroit pour se cacher, donc elle a couru 10 minutes, elle arrête de courir. Ne faites jamais ça, évidemment. Il faut jamais s'arrêter si vous êtes poursuivi. Et là, il y a une scène de massacre. Donc le massacre de la photographiée, où ce qu'il se passe, c'est qu'il y a une déchiqueteuse, donc un truc dans lequel on met des bouts de bois et ça ressort de l'autre côté en sciure, qui m'a énormément rappelé un film avec Jackie Chan de mon enfance, avec un passage qui m'avait traumatisé, un gang de malfrats qui envoyait un autre gars dans une déchiqueteuse, et là c'est ce qui se passe, et la scène est très longue, c'est-à-dire qu'il met, en premier il lui coupe une jambe, enfin il lui coupe un bout de jambe avec la hache, et après il la pousse lentement dans la déchiqueteuse, jambe devant, qui est une scène, une mort qu'on a tous envie d'éviter. D'ailleurs, j'étais aussi assez surpris parce que cette scène, même si elle est horrible, il y a quand même de l'humour
dans ce film. Il y a un espèce de second degré un peu latent tout le long, et notamment dans cette scène avec, donc comme je disais, il y a un coup de hache qui vient lui couper un bout de jambe, et en fait la manière dont le bout de jambe vole, c'est c'est du grand angle filmé en contre-plongée où tu vois une jambe traverser comme ça le ciel, tu sais, en arc de cercle comme ça, et je me suis dit que mine de rien, même si c'était horrible, il y avait quand même un petit peu d'humour. Non, puis même le personnage de Malcolm McDowell, donc, qui joue le flic chargé de retrouver le tueur, est assez amusant. Il y a deux, trois trucs assez cool. Moi, j'aime beaucoup la secrétaire aussi du poste de police qui est assez piquante et tout. Non, il y a des trucs assez drôles dans le film. Il y a une espèce de vibe, effectivement, comique entre les scènes et même dans les scènes qui est cool. Puis déjà, rien que l'idée de passer une meuf à la déchiqueteuse à bois. Oh là là. C'est vraiment très très con. Ouais, c'est très très con. Moi, ça m'a fait peur. Non, enfin. La scène du prêtre aussi, le prêtre assassiné dans l'église. Elle est géniale. Oh là là. Ouais, il y a un petit peu d'humour, quoi. Non, mais ouais, en fait, tu sais, je pense que j'ai passé un meilleur moment devant le remake, au final, que devant l'original. Ah ouais ? Alors ouais, non, on va dire dans l'ordre, j'ai passé un meilleur moment devant le remake que devant la version originale en VO. Ah ouais ? Mais par contre, j'ai passé un meilleur moment devant la version originale en VF. Parce que du coup, elle est vraiment beaucoup plus drôle. D'accord. Tu vois, enfin, le film d'origine. Je trouve que la version de 84 est très bonne en VF parce qu'elle est très drôle. Ah ouais, ben je l'ai vu en VO. Et en VO, ça rend sans ce côté rigolo ridicule, ça rend certains passages du film assez sympa. Enfin, assez sympa. Pas comique, tu vois. La version de 84, elle a un côté... au début, ils veulent faire un film d'horreur, tu vois, avec le grand-père sur la chaise et tout. Tandis que la version de 2012, ils veulent faire un film d'horreur parce que c'est très gore. C'est vraiment gore, en fait. Le film est vraiment dégueulasse à certains moments. Je sais pas si t'as eu ce ressenti aussi, mais des fois, je me suis dit, putain, mais c'est ouf, ouais, ça va loin. Ouais, ça va loin, tu vois, visuellement, c'est bien dégueu. Mais sans pour autant créer ne serait-ce qu'une once de suspense ou quoi que ce soit, tu vois. Non, puis après, voilà, il y a des moments qui sont un petit peu crado, mais on verse assez rarement au long du film dans le malaise, je trouve. Ouais. Ça reste relativement fun tout le long. D'ailleurs, c'était une des intentions du réalisateur, il voulait pousser le bouchon un peu plus loin par rapport au film de 84, mais il voulait aussi que ce soit fun et que ce soit sympa à regarder, quoi. Ouais. Et en l'occurrence, je trouve que c'est plutôt réussi. Et il y a 2-3 trucs qu'il a mis qui sont cool. Bah, notamment l'idée de mettre un masque. Moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, au final. Puis le masque est réussi, pour le coup. Ouais, on le voit au début, il le découpe. Il se fait son masque de méchant. Il se prépare à être méchant. Il l'enfile, il colle la fausse barbe. Et puis t'as des mises à mort qui sont plutôt sympas. Donc on en parlait, il y a la broyeuse à bois qui est assez marrante. Mais t'as aussi... alors, celui-là, c'est peut-être le seul moment qui m'a un peu gêné dans le film. C'est le moment où il tue la gamine avec un espèce de taser. C'est un taser qui enfonce dedans, là. Je sais pas, on dirait un truc électrique, un peu. Ouais, je sais pas, j'avoue, je sais pas. Ça, celui-là m'a mis un petit peu mal à l'aise. Par contre, les autres sont assez fun. Notamment, c'est le lance-flamme, c'est le poing américain. Mais je m'attendais pas à ce que le Père Noël éclate quelqu'un à coup de poing américain dans ce film. C'était une vraie surprise, quoi. Même si cette espèce de grosse lame qu'il a où il coupe un mec en deux, à un moment tu fais... Oh là là, oui, mais oui. Que se passe-t-il ? Oh putain. Donc non, il y a 2-3 trucs pas mal, et au final, tu sais quoi, je pense que Silent Night, le remake, je le conseillerais plutôt, en fait. Ah ouais ? Moi j'y arriverai pas, je t'avoue. T'arriverais pas à le conseiller ? Je pourrais conseiller celui de 84. Ça va. Enfin, je trouve que ça va, ça reste... ça reste un film des années 80 en fait. Ça a le rythme d'un film des années 80, tu vois. C'est ça qui le rend parfois un peu compliqué. Celui de 2012, il a tous les problèmes des films d'horreur des années 2010. C'est ça. Tu vois, ils ont chacun les stigmates de leur époque. Sauf que j'accepte, à titre personnel, j'accepte plus les stigmates des années 80 que ceux des années 2000. Et je comprends. Du coup, j'imagine que, sans surprise, si je te demande si on adhère à ce film, tu vas me répondre... Oh bah, tu vois, je suis en train de m'étouffer. Celui de 2012, moi, perso, j'adhère pas. Mais j'adhère pas trop. Mais
c'est paradoxal. En même temps, tu vois, je l'ai regardé tout seul là. Est-ce que si on l'avait regardé, on l'a regardé chacun de notre côté, tu vois. Mais est-ce que si on l'avait regardé ensemble, on aurait beaucoup rigolé, par exemple. C'est ça qui est compliqué, c'est que en fait, c'est un film il est pas calibré pour être regardé tout seul. Celui de 84, on peut le regarder tout seul, c'est pas trop un souci. Mais celui de 2012, il est pas fait pour ça. C'est vrai que le remake de 2012, je le vois bien, ouais, voilà, entre potes, avec des Monster Munch et des bières. Oui, vous pouvez littéralement ne pas regarder l'écran 5 minutes, c'est pas grave. Vous allez quand même comprendre l'histoire. Et ne vous inquiétez pas, les moments qu'il faut regarder, l'écran se chargera de voir à lui, avec la musique et avec des plans chelous. Enfin bon. Je me rends compte qu'on a fait le est-ce qu'on adhère avant le est-ce que ça colle. Est-ce que ça colle plus tôt, ouais, en fait. Au fait divers, malheureusement, en fait, ouais, exactement. Malheureusement, ça colle. Le fait divers est raconté dans le film. Il y a des trucs qui collent, quoi. Il y a des trucs qui collent, et là où on aimerait que ça ne colle pas, des fois on aimerait que ça colle. Et dire c'est dommage qu'ils aient pas repris ça. C'est dommage qu'ils aient pas repris ça. Et là on préférerait que ça colle moins. Et on aimerait d'autant plus que ça colle moins par rapport aux dates de sortie, quoi. Ouais. Parce que le fait divers se passe en 2008, le film sort en 2012. Enfin, tu vois, laisser un espace de 4 ans, je trouve que c'est quand même assez peu pour un fait divers comme ça. C'est assez difficile. Dans Inspiré de faits réels, on a souvent fait des films qui sont inspirés d'histoires, mais qui sont passés il y a longtemps, quoi. Je veux dire, L'Exorciste, le film sort dans les années 70, l'affaire date des années 50, donc il y a prescription en quelque sorte, tu vois. Le Conjuring, pareil, on a fait pas mal de films, même Black Christmas. Ouais. Voilà. Puis dans Conjuring, il n'y a pas une mort. Oui, dans Conjuring, il n'y a pas une mort. Il n'y a pas une mort. Là ce qu'on nous raconte, c'est qu'un mec a pété... Enfin, ce qu'on nous raconte. L'histoire vraie, c'est qu'un mec a pété un câble parce que, si je me souviens bien, il payait la pension alimentaire à sa femme et il pensait qu'elle l'a dépensé en faisant n'importe quoi. Après, il a nourri une haine envers son ex-femme parce qu'elle l'avait quitté, tout simplement. Il n'a jamais digéré la rupture. Et il retourne chez elle et il massacre tout le monde. Et il se suicide. Et là, on est 4 ans plus tard, et le film... Alors, le film colle pas dans le sens où c'est pas cette histoire-là. C'est pas l'histoire du film, cette histoire qu'on vient de vous raconter. Mais quand même, elle est discutée dans ce film comme si c'était de la fiction. Elle est mentionnée dans le film comme si c'était de la fiction. Ce qui est quand même assez perturbant. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'ils en font pas un argument marketing. Ouais. Ils le mettent quand même dans le film, mais ça n'a pas d'intérêt dans le film. Ben, tu sais quel intérêt ça a ? C'est tout ça, le seul truc que je vois, s'ils en font pas un argument marketing, que c'est quand même présent, et que c'est comme ça mentionné dans le film, c'est juste que c'était des scénaristes qui avaient pas d'idée, quoi. Ouais, tu vois, ils sont inspirés d'un truc vrai. C'est malheureux. Bah ouais, oui, c'est super malheureux. Mais ils sont inspirés d'un truc vrai parce qu'ils avaient pas de meilleure base. Ils auraient pu écrire une base en vrai si c'est pas mentionné comme étant inspiré de faits réels. Si c'est jamais dit à droite à gauche, ils peuvent inventer la base, tu vois, de l'histoire. Et là, ça revient dans le film alors que c'est vrai. C'est juste des gars qui avaient des soucis d'inventivité. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Vous l'aurez compris, on a un avis plutôt mitigé, voire très mitigé sur le remake, un petit peu moins sur le film original. On peut s'entendre sur le fait que c'est plutôt sympa à regarder. Comme un nanar en fait. Un peu comme un nanar, un peu comme un nanar, un slasher des années 80 quoi. Il y a personnellement celui qui m'a le plus fait halluciner, c'est Silent Night Deadly Night 2 quoi. Qui est donc voilà c'est délirant. Une arnaque totale. Mais ouais, mais tu sens l'arnaque en regardant le film quoi. Après, si vous aimez les slashers des années 80, alors Silent Night Deadly Night, voilà, c'est pas ouf, mais on peut vous en conseiller d'autres aussi. Ouais. Qui sont c'est marrant, il y a eu toute une vague de slashers qui étaient sur des événements particuliers dans l'année, et j'ai beaucoup aimé par exemple un qui s'appelle April Fool's Day. Qui est un slasher basé sur le 1er avril, sur les blagues, et je trouve ce film vachement sympa. J'avais beaucoup aimé Sleepaway Camp aussi, qui est un espèce de truc qui se passe dans un camp d'été. Voilà, tu sens une petite vibe à la Jason, quoi, mais c'est un film que j'avais beaucoup aimé. Et Happy Birthday to Me, qui est un film qui parle d'une fête d'anniversaire qui tourne mal. c'est bien
teasé. C'est mes 3 recommandations slasher années 80, un peu moins connus que les classiques évidemment. Freddy, Jason, Halloween, enfin voilà tout. Et Black Christmas, regardez Black Christmas, c'est pas années 80, c'est un peu avant. Oui, parce que c'est un des pionniers. C'est un des pionniers de ce qui va être la vague de slasher des années 80. Et c'est vrai que Black Christmas, en plus c'est l'épisode de Noël, donc on peut le rementionner. Il était vraiment pas mal. Il était vraiment pas mal et il a servi d'inspiration pour Halloween, qui est quand même le slasher par excellence, quoi. Donc on peut dire que Noël a inspiré Halloween, d'une certaine manière, tu vois. Eh ouais, exactement. Ah, c'est beau. C'est beau, hein. C'est très beau. On va se quitter là-dessus. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, Inspiré de faits réels, et sur notre compte Twitter. Exactement, @IFRpodcast. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur notre autre podcast du label Riviera Ferraille, Le Bureau des Mystères, avec aussi un compte Twitter. On a des comptes Twitter pour BDM, tout. le podcast. Ouais. @BDM le podcast, sur lequel vous pouvez nous envoyer des suggestions, puisque le Bureau des Mystères, c'est une émission dans laquelle on vous parle, comme son nom l'indique, de grands mystères. On doit recenser tous les mystères du monde, et si vous en avez en stock, si vous avez même des histoires incroyables que vous avez vécues, vous pouvez nous les envoyer, et on se fera une joie de les traiter dans l'émission. En attendant un futur numéro d'Inspiré de faits réels et un nouveau numéro du Bureau des Mystères, donc vous faites de gros bisous. Bonne nuit, bisous bisous. Bisous bisous.